coups de chaleur et les coups de fatigue, combien de coups d'éclat? Et qui pour succéder à Christopher Froome? Tous les jours, en direct dès 12h55, la magie du Tour de France opère sur France 3. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce 19-20, une heure entière consacrée à l'information sur France 3. Dans l'actualité de ce mercredi 12 juillet, la prime pour les salariés licenciés de Logo. LVMH, ancien client unique du lunetier jurassien, va leur verser des indemnités. Un accord entre les deux parties est sur le point d'être finalisé. Les choses sérieuses commencent pour le FC Sochaux. Après 3 victoires en 3 matchs de préparation, l'équipe de Peter Zelder se mesure en ce moment même à Dijon. Le match est à Besançon. On retrouvera sur place Maxime Virillo en direct du stade. Et puis les 50 ans du secteur sauvegardé de Dole, un anniversaire fêté par de multiples animations dans la plus grande ville du Jura. À 19h30 avec Carole Gessler, le troublant suicide du juge Lambert. Il fut le premier à instruire l'affaire Grégory dans les années 80. Un magistrat solitaire devenu un bouc émissaire dans un dossier judiciaire qui ne cesse de rebondir depuis 30 ans. Et puis, 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde connaît le slogan, mais seul un quart des Français respectent la consigne. Mais d'abord, ce nouvel accident dramatique sur les routes de notre région. Cet après-midi en Haute-Saône, sur la route nationale 57, à hauteur d'Échenot-le-Sec, près de Vesoul. Une voiture a percuté un tracteur poids lourd. Le chauffeur du camion est indemne. C'est en revanche beaucoup plus grave pour les passagers de la voiture. Une mère de famille de 32 ans et ses 2 filles de 4 et 6 ans. Elles sont toutes les 3 très grièvement blessées. Il n'y aura donc probablement pas de procès entre LVMH et les anciens salariés du lunetier Logo. Ces derniers avaient attaqué en fin d'année 2016 le numéro 1 mondial du luxe, estimant qu'il était responsable de leur licenciement. LVMH préfère donc payer que d'aller au tribunal. On parle de 10 000 € en moyenne pour chacun des 172 salariés. Explication Claire Schaffner et Hugues Perret. Les salariés de Logo s'approchent de leur première victoire. Après avoir lutté contre la fermeture de leur usine, ils mènent désormais plusieurs batailles juridiques. L'une d'elles est sur le point de prendre fin. Tag Heuer, une filiale d'LVMH et principal client de la lunetterie, devrait verser 10 000 € environ à chaque salarié. Originellement, 78 salariés sur 172 ont engagé une action contre la société Tag Heuer et plus largement le groupe LVMH. Et on arrive aujourd'hui, sans décision de justice, à un accord pour 172 salariés. On peut donc parler de satisfaction. Pour l'ancien représentant du personnel, cet accord est une surprise. Il devrait aider les ex-salariés à tourner la page. C'est quand même un préjudice. On a perdu notre travail, on a perdu une hygiène de vie quand même. Même si beaucoup étaient au SMIC, il y avait des relations, il y avait un quotidien. Et là, il a fallu tout reconstruire. Il y en a certains qui n'ont toujours pas retrouvé de travail. 78 des 172 anciens salariés avaient attaqué LVMH en décembre. Ils reprochent au numéro 1 mondial du luxe d'avoir créé une situation de dépendance économique qui a entraîné la liquidation judiciaire de Logo. LVMH continue de réfuter cette version. Ces accords ne valent absolument pas reconnaissance de responsabilité. Tag Heuer est sensible au sort des salariés dont la compétence n'a jamais été remise en cause. Ils ont toujours travaillé et ont fait des produits de qualité. Donc oui, c'est un élément auquel Tag Heuer est sensible. Avant que l'accord soit signé, il doit être validé par le tribunal de commerce de Lyon. L'audience est prévue le 20 juillet et le montant exact des indemnités devrait être fixé en septembre. En parallèle, les salariés mènent toujours une autre action contre leur ancienne direction devant les prud'hommes. Une panne d'électricité géante à Besançon et dans sa périphérie. En milieu d'après-midi, près de 35 000 foyers ont été privés d'électricité. Une trentaine de communes ont été touchées, notamment Saône et Ornans. À École Valentin, le cinéma n'a pas pu diffuser ses films. Les techniciens d'Enedis ont réussi à rétablir le courant au bout d'une demi-heure. C'est un incident technique au poste source de Palande qui est à l'origine de cette coupure de courant. Le lion et la fleur de lys sont en bonne place sur les nouvelles armoiries de la Bourgogne-Franche-Comté dévoilées
aujourd'hui en Côte d'Or. La création de ces nouvelles armoiries avait été confiée à un collectif d'historiens et d'archivistes de la grande région. C'est une première justement en Bourgogne-Franche-Comté. La gare de Montbéliard est désormais aux normes, accessible aux handicapés. Une facture de plus de 7 millions d'euros et pourtant, vous allez le voir, pour les premiers concernés, c'est encore nettement perfectible. Sébastien Poirier avec David Martin. Il a fallu rehausser le sol et les quais, créer des rampes d'accès, installer 2 ascenseurs, bref, rénover partout pour respecter les normes. 18 mois de travaux et plus de 7 millions d'euros plus tard, la gare de Montbéliard respecte enfin la loi sur le handicap et c'est la première du genre en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une nécessité parce qu'il faut penser à toutes les populations. Alors il y a ceux qui souffrent d'un handicap de façon pérenne et puis aussi ceux qui ont de la difficulté momentanée à se déplacer. Et donc si on veut développer l'usage du train, il faut le rendre accessible à tous et notamment ceux qui souffrent d'un handicap. Une réalisation qui marque le début d'une longue marche pour la SNCF vers l'accessibilité dans la région. Ce n'est qu'un début puisque nous rentrons dans un processus de réalisation dans le CPER actuel où l'année prochaine donc, on aura à avoir engagé les travaux de la gare de Dole, les travaux de la gare de Dijon. On aura aussi à inaugurer les travaux de la gare de Beaune. Globalement, d'ici 2020, 9 gares régionales seront rendues accessibles pour un coût global de 45 millions d'euros financés par l'État et la région. Neuve la gare, mais pas optimale. Testée ce matin par une personne non-voyante, son score ne dépasse pas la moyenne. Les portes, elles sont marquées pour les non-voyants à l'intérieur, mais quand vous rentrez de l'extérieur, vous ne voyez pas le marquage. Donc il y a quelque chose à revoir là. Et puis l'ascenseur, pour moi, n'est pas aux normes. La voie de synthèse ne marche pas. Chaque jour, 1800 personnes transitent par la gare de centre-ville de Montbéliard. Des voyageurs contribuables qui méritent bien aussi un petit bout de ruban tricolore. À Lons-le-Saunier, les travaux de démolition de Jura Park ont débuté. Les pelleteuses commencent par faire tomber les fameuses arches de la salle lédonienne, détruites par un violent incendie criminel au printemps 2015. Le nouveau Jura Park doit être livré en août 2018. L'annonce de Nicolas Hulot a fait l'effet d'une bombe en début de semaine. Le ministre veut fermer 17 réacteurs nucléaires dans les 8 ans qui viennent. L'une de nos équipes s'est rendue à la centrale de Bugey, dans l'Ain, à une centaine de kilomètres du Jura. Franck Grasso avec Arnaud Jacques. Côté pile, les opposants de la centrale, ravis. Côté face, les travailleurs du nucléaire, particulièrement inquiets. Au centre, des élus locaux dans l'attente. Ambiance au pied des tours. À peine Nicolas Hulot a-t-il annoncé l'arrêt de 17 réacteurs que déjà Bugey se sent visé. La centrale est l'une des plus vieilles de France. Pour les militants de sortir du nucléaire, il ne faut même pas attendre 2025. Cette centrale va avoir 40 ans. Elle va avoir 40 ans pour 2 de ses tranches en 2018, puisque la tranche 2 et la tranche numéro 3 ont été mises en service en 1978. Ça n'a jamais été conçu pour durer aussi longtemps, comme un certain nombre d'autres centrales. Donc oui, il faut fermer Fessenheim, oui, il faut fermer Bugey, comme il faut en fermer bien d'autres, et pas en 2025. Mais la centrale fait vivre beaucoup de monde. Des salariés abasourdis depuis les promesses du ministre de la Transition écologique. Bugey, c'est quand même 1400 agents, c'est 500 prestataires quasiment toute l'année présents. C'est en arrêt tranche, c'est 3200 personnes qui travaillent sur le site. L'année prochaine, ce sera 5000. Vous imaginez sur un bassin tel que la plaine de l'Ain, l'impact qu'on peut avoir au niveau bassin d'emploi. Aux portes de la centrale du Bugey, l'arrêt éventuel de réacteurs ne trouble pas la quiétude de Saint-Vulbas. L'opulent village aux trottoirs fleuris et aux infrastructures dignes d'une ville a pourtant beaucoup à perdre. Entre taxes et redevances, la centrale rapporte plus de 60 millions d'euros à la communauté de communes. Ici, on ne paye presque pas d'impôts locaux. Très souvent, ceux qui prennent les décisions ne vivent pas sur place, ne savent pas ce qui se passe. Et c'est un peu dommage, c'est un peu comme c'est brûler la bougie avant qu'elle soit terminée. Même si l'on tend désormais vers une sortie rapide du nucléaire, ce territoire en bord du Rhône veut rester confiant. Tout ne se fera pas en un jour. Un démantèlement prendrait plusieurs dizaines d'années. PSA relève un beau défi. Sont ces 4 Picasso autonomes que nous avions filmés il y a quelques mois sur l'A36 a franchi pour la première fois un péage aujourd'hui. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit
s'agit de celui de Saint-Arnoux, en région parisienne, le plus grand péage d'Europe. Le véhicule n'a eu besoin de personne pour gérer le trafic et passer sans encombre cette zone à risque. On passe au sport avec le match amical entre le FC Sochaux et Dijon. Le coup d'envoi a été donné à 18h30 au stade Léo-Lagrange de Besançon. On retrouve tout de suite Maxime Villerillo. Bonsoir Maxime. Le match a été précédé d'un hommage à Stéphane Paille. Et oui, bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. En fait, le match a commencé avec 7 minutes de retard justement pour cette cérémonie d'hommage à la mémoire de Stéphane Paille. Stéphane Paille qui, comme vous pouvez le voir sur ces images, Stéphane Paille, l'ancien international socialien qui avait marqué de son talent la pelouse du stade Léo-Lagrange ici à Besançon. En tant qu'entraîneur du Besançon Racing Club, il a laissé donc ici une image très forte. Pour revenir à la rencontre de ce soir, sachez que Dijon mène 1-0 grâce à un but inscrit à la 13e minute par Cédric Monet. Un but surprise, un peu contre le cours du jeu, tant Sochaux avait montré de belles dispositions dans la possession de balles, confirmant ainsi les 3 succès précédents obtenus en match de préparation. Sochaux qui présente une équipe jeune dans laquelle les nouvelles recrues Bakayoko et Meïté devraient faire leur entrée peut-être en seconde période. Le résumé du match demain dans notre journal régional de 12h. Merci beaucoup Maxime. Un anniversaire à présent, 50 bougies pour le Vieux-Dol, le secteur sauvegardé protégé depuis un demi-siècle. Et pour marquer le coup, plusieurs animations spécifiques sont organisées. Michel Buzon avec Thomas Porlon. En 2017, on est toujours aimanté par cette belle image. Dol préservé, Dol restauré, Dol sauvegardé. Ça fait 50 ans que ça dure. À la fin des années 60, on est déjà tenté par cette carte postale et cette ville au cachet précieux qu'on ne doit pas laisser à l'abandon. Devenu tout entier secteur sauvegardé, Dol survivra et même retrouvera sans doute peu à peu sa beauté d'origine alliée au confort de notre siècle. C'est-à-dire qu'il faut réserver les maisons telles qu'elles sont, les anciennes maisons, les anciens quartiers, garder un peu d'histoire pour les jeunes qui viennent par la suite. L'Hôtel Dieu devenu médiathèque en 2000, la rue Pasteur avec la maison natale du savant, le quartier des tanneurs, Dol a retrouvé de sa superbe au fil du temps. C'est là que les tanneurs utilisaient l'eau du canal pour justement transformer les pots en cuir avec plusieurs étapes. C'est le ministre et maire de Dol, Jacques Duhamel, qui a donné le premier élan à cette sauvegarde. En 1967, on se dit mais il faut que ce secteur du centre-ville, avec tous ces bâtiments et tout ce patrimoine que beaucoup de Franc-Comtois, de Bourguignons et au-delà connaissent pour la ville de Dol, eh bien comment on fait pour le protéger dans le temps? Et pour mieux faire connaître ce patrimoine au plus grand nombre, Jean-Louis Touard a signé une bande dessinée où l'on retrouve l'histoire de la sauvegarde du patrimoine de la ville depuis 50 ans, jusqu'aux aménagements les plus récents qui révèlent parfois des trésors, comme cet escalier rue de la sous-préfecture. Avec une histoire qui s'est ancrée depuis les XIIe et XIIIe siècles, Dol, qui fut un temps capitale de la comté, aura su préserver ses plus beaux atouts. Ouvrons à présent notre page été. Elle nous emmène sur le site d'Alésia, l'occasion de dépasser les clichés sur les Romains et les Gaulois. Marilyn Barat avec Johan Etienne. On entend souvent dire que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, aujourd'hui, en ce début d'été, c'est plutôt la pluie qui s'abat sur nous. Mais ça ne va pas nous empêcher de partir à la découverte du musée au parc d'Alésia qui réserve toujours plein d'animations et de surprises pendant tout l'été. Au musée au parc, plusieurs fois par jour, les combats font rage. On rejoue la guerre des Gaules, un moyen spectaculaire pour faire passer de nombreuses informations sur le combattant gaulois et le légionnaire romain. La seule pièce d'armure qui est fournie par la Légion, c'est le casque, la galéa. On a ici un casque qui est de forme très simple, un bol, avec un petit protège-nuque à l'arrière. Ces professionnels, en provenance d'Arles, essaient d'être au plus près de la vérité historique. Grâce aux travaux scientifiques, ils fabriquent le matériel à l'identique puis l'utilisent pour trouver la gestuelle de l'époque. On appelle cela l'archéologie expérimentale. C'est très sérieux donc, même si cela n'empêche pas de plaisanter un peu. Mutation.
Il y a juste besoin en fait de 10 cm pour créer une blessure mortelle. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais là, le problème, c'est que vous allez sans doute littéralement tomber sur un os. Et pour éviter cet embarras, il va falloir faire le petit quart de tour afin de pouvoir dégager sa lame, voilà, comme ça, créer un appel d'air, faire sauter une côte, éventuellement une articulation, et retirer le glaive tranquillement, en douceur. Ça permet de balayer beaucoup de préjugés, justement, à la fois pour le légionnaire romain comme pour le guerrier gaulois, toutes les techniques de combat, la tortue également, qui n'existe pas comme on voit dans Astérix et Obélix dans l'Antiquité. Nous, on fait principalement des combats de gladiateurs. Et là aussi, la plus grosse erreur, c'est le signe de la vie de la mort qui n'existe pas. Donc tous ces préjugés, on les balaye. Et le public, après, est ravi. Intermité. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du combat? Qui était très bien et on avait pu savoir comment les Romains et les Gaulois combattaient. Intermité. Intermité. Je ne savais pas qu'on attaquait avec le bouclier. Ah aussi. Je croyais que ça servait que à se défendre. Il a bien compris comment il fallait taper, comment il fallait se protéger. D'autres cultures, d'autres coutumes. Ambiance plus studieuse du côté de l'exposition temporaire. Cette année, elle nous plonge au cœur d'une salle de classe et de manuels scolaires. De la fin du 19e siècle aux années 80, on découvre une vision des Gaulois truffée de clichés et de contre-vérités. Ils sont forcément blonds, moustachus, des chasseurs frustres, courageux et querelleurs. Et que dire de Vercingétorix, glorifié malgré la défaite? Grâce à une scénographie ludique, cette exposition nous explique d'où viennent ces stéréotypes. Parce que le 19e siècle met en place le roman national, il faut des grandes figures pour illustrer chaque période. Et Vercingétorix devient un héros incontournable. Il a ce rôle double d'illustrer la période gauloise, mais aussi ce modèle de résistance face à l'envahisseur. Rendre l'histoire la plus vivante possible, ne pas se reposer sur ses lauriers pour séduire toujours plus de visiteurs. Au bout de 5 ans, le musée au Parc réfléchit à modifier la scénographie de son exposition permanente, à utiliser la réalité augmentée, et il a d'ores et déjà lancé de nouveaux rendez-vous estivaux. Par exemple, un atelier qui s'appelle Légionnaire en herbe. Donc on expérimente la vie du légionnaire, juste mais avec prudence et juste pour une petite heure. Autre nouveauté, les apéros du muséo, pas de cervoise au menu, mais l'occasion de prolonger la discussion après la visite guidée. Ces moments de convivialité auront lieu tous les samedis de l'été, signe qu'on peut allier soif de culture et soif tout court. À la vôtre! Allez, une autre idée de sortie, cette fois en Franche-Comté. Le château d'Autrey-les-Grès en Haute-Saône propose aux visiteurs une exposition intitulée Monstres et merveilles. Maximilien Allot et Charles Bert sont revenus conquis. Sous les projecteurs de lumière blanche, une sarabande de masques costumés comme figés dans l'attente d'un bal donné par une Venise qui aurait quitté sa lagune. Bienvenue en terre mystérieuse, dans les pas de Catherine Monneret, l'une des 37 artistes à avoir répondu à l'invitation de la maîtresse des lieux. Imaginer un monde peuplé de monstres et de merveilles. Chacun travaille à sa façon, mais beaucoup travaillaient déjà dans le thème et beaucoup ont travaillé pour le thème, qui ne sont pas forcément leur démarche habituelle. Et vous avez eu de bonnes surprises? Oui, on a eu de bonnes surprises, oui. Sous l'œil de Caïn, la balance de la mort semble attendre un jugement, pour rendre la vie aux 365 visages figés dans leur corset, comme autant d'esprits muets, suspendus contre le mur des jours. Et l'itinéraire se poursuit comme dans un rêve immense, et ses mains qui se tendent pour passer d'un monde à l'autre, atteindre l'antre de Dionysos où se joue une bacchanale mystérieuse. C'est ce mystère qui hante les allées de ce domaine, peuplé de chevaux d'acier, de statues chimériques et de poissons volants. Et tout, c'est dans un monde merveilleux, fantastique, mais aussi un monde hors de nous, plus loin, hein, avec des esprits de loin. Comme jaillit du plus profond de notre mémoire collective, celle qu'enrichissent les contes et légendes de toutes les mythologies. À découvrir l'après-midi du mercredi au dimanche dans l'espace du château d'Autrey-les-Grès jusqu'au 28 août. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du jour en région. Le 19-20 se poursuit. Profitez bien de votre soirée.